Mesdames et messieurs, rebonsoir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce forum d'échange. Ça se discute du grand soir. Je m'en vais saluer Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir François Mouvement, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. De l'autre côté de la table, Mohamed Yamidi. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir téléspectateurs. Analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Nous allons, et si tout va bien, Sokoni Jaël Kabouré devrait nous rejoindre d'un moment à un autre. Nous allons parler d'un sujet, on m'a dit, je ne dirais pas usuel, mais connu de tous, c'est celui afférent à l'utilisation du sachet plastique, puisqu'une phase de répression est annoncée quant à la lutte contre l'utilisation de ces contenants prohibés. Julio Tometti, par rapport à cette loi prise il y a un bon bout de temps, est-ce qu'on peut dire que, voilà, enfin, comme on peut le dire de façon usuelle, on y est? Est-ce qu'on y est vraiment? Parce que c'était depuis décembre 2017 et la loi, dans ses dispositions finales et transitoires, avait prévu une phase transitoire de 6 mois. Donc, ce qui voudra dire que, logiquement, à partir de juin 2018, la phase sensibilisation aura été peut-être achevée et nous rentrerions dans la répression proprement dite. Et il faut dire que à la veille de la prise de cette loi et de la communication qui a été faite autour, beaucoup de structures ont quelque peu commencé par se conformer. Il faut saluer à cette occasion certaines officines de pharmacie qui ont changé en fait leur emballage. Certaines surfaces aussi ont changé leur emballage, mais à la longue, on a vu que nous avons, ou bien tout le monde a dû reprendre les habitudes parce que c'est à croire qu'on a pris seulement la loi pour effrayer, en fait, et que ça ne devrait pas avoir une application rigoureuse. Il est annoncé aujourd'hui que, nous allons rentrer dans la phase répressive, mais il faut déjà ajouter que, d'une certaine façon, ça doit pouvoir bien justifié et que les Béninois devraient comprendre le bien fondé de la chose. Je pense que nous avons compris. Nous avions compris parce que pour beaucoup, il y avait deux éléments qui ne permettaient pas véritablement de s'accommoder. Le premier élément était que, en fait, lorsqu'on n'utilise plus les sachets biodégradables qui étaient de nos habitudes, par quoi le remplace-t-on d'une certaine façon? Ça a été en fait la première difficulté. Ensuite, nos pratiques qui ont quelque peu la peau dure parce que cela induit au-delà de l'utilisation des sachets des sachets plastiques biodégradables, cela inclut en fait un changement d'habitude. Ce qui vraisemblablement peine à rentrer quelque peu dans les pratiques. J'ai bon espoir que lorsque ça aura véritablement commencé cette phase répressive, peut-être comme ce n'est que le langage que nous comprenons des fois, nous allons pouvoir rentrer dans les rangs. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous responsables d'une manière ou d'une autre parce que je ne sais pas quel Béninois ne dira que peut-être depuis juin 2016, il ne continue pas à utiliser. 2017 2017, ou plus précisément 2018, puisque passé la phase transitoire. L'autre chose, au-delà de l'utilisation, parce que en fait, pour qu'il y ait utilisation, il faut qu'il y ait production, il faut qu'il y ait commercialisation, il faut qu'il y ait importation et exportation. La loi aussi l'ayant prévu, qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos barrières douanières pour juguler en fait un tant soit peu l'entrée en fait de ces produits-là. Donc, ce n'est pas que la population, mais il y a aussi qu'au haut niveau, peut-être que certaines dispositions en termes de produits de remplacement n'ont pas peut-être encore vu le jour. Donc, c'est pourquoi on a dû peut-être laisser les choses se passer jusque-là. Maintenant, si on veut réprimer vraiment, j'ai bon espoir aussi, comme je disais tantôt, que les solutions palliatives sont mises sur la table. Mohamed Yamini. Bon, je dirais plutôt qu'il était temps. Après combien d'années, je dirais, là, ça fait déjà pratiquement 5 ans. La loi a été votée le 26 décembre 2017 et entrée en vigueur le 27 juin 2018. Donc, aujourd'hui, après 5 années,
on ne devrait pas dire en principe que l'on n'est pas prêt à faire observer ce que la loi prévoit, c'est-à-dire l'interdiction de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation. Quand je lisais, ça m'a fait, je me suis dit, bon, apparemment la loi est vraiment, la loi semble avoir prévu plus que ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir prévu le nécessaire. La commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation, c'est-à-dire que sur toute la chaîne. C'est un peu comme, je vais faire un retour en arrière, quand on parlait la dernière fois et de la commercialisation des produits pétroliers, du camion de contrebande, et je disais que tant qu'il y aura la possibilité que ça vienne, le fait de lutter à la surface posera problème. Mais ici, la loi interdit et l'importation, et la production, et l'exportation, la commercialisation, l'utilisation, et même la détention des sachets en plastique non biodégradable. Et donc, à partir de ce moment, comme je le disais, en 5 ans, on ne peut pas dire qu'on n'a pas pris le temps. Et comme c'est ceux qui ont à charge de faire respecter la loi, qui ont décidé maintenant de passer à la phase répressive, et dans tout ce qu'on a cité là, c'est-à-dire l'importation, ceux qui doivent veiller à ça, le mécanisme pour s'assurer que ça ne rentrera pas, c'est eux. Interdit la commercialisation, c'est eux. L'exportation, la distribution. Donc, je suppose que sur toute la chaîne, on a prévu ce qu'il faut. On a fait d'ailleurs ce qu'il faut pour que les pratiques là qu'on a toujours dénoncées, qui ne sont pas tout simplement bien. Nous devons tous contribuer à la préservation de l'environnement. Or, une telle loi, c'est pour préserver l'environnement. Et donc, si nous sommes dans un environnement sain, en tout cas plus ou moins sain, c'est que nous avons une santé qui va avec, et c'est le développement durable. Moins de maladies. Et c'est le développement durable qui se trouve ainsi impacté positivement. D'où la nécessité. Moi, je dirais même que ça a tardé. Maintenant qu'on a pris tout ce temps pour y arriver, je veux croire qu'on ne devrait plus avoir de pépins. Je veux croire que, sans même que la répression ne soit, bon, je vais dire pas totalement effective, parce que quelque part, le fait d'entendre ou de savoir que maintenant on rentre vraiment dans la phase répressive peut amener des gens à vraiment comprendre. Pour ceux qui avaient déjà pris, parce qu'il y en a qui avaient déjà pris l'habitude de ne plus l'utiliser quand vous allez dans les pharmacies. Et même quand vous allez chez des commerçants, chez des restaurateurs, moi j'en connais aujourd'hui, où les mets, les repas sont livrés avec des emballages beaucoup plus adaptés, en tout cas qui ne sont pas des sachets et non biodégradables. Et donc ceux qui avaient pris l'habitude ne trouveront pas du mal à la chose, parce qu'ils savaient que tout ça devrait venir. Ceux qui entre-temps ont cru devoir se relâcher doivent maintenant tout faire pour se mettre au pas, pour que ce que nous espérons là, pour que le résultat escompté soit atteint. Et donc c'est quelque chose de primordial. Il y va de notre intérêt, de notre développement, de notre santé. Il y va simplement de la vie de la nation. Et il ne faut pas que les gens attendent à ce qu'ils puissent avoir vraiment des actions musclées, parce que c'est là que c'est souvent dommage. Il ne faut pas que les gens attendent que la police puisse débarquer, qu'il y ait assez de contrôle, qu'il y ait assez de ci. Il faut que ça vienne. Il faut que nous ayons la souplesse d'aller vers ce changement-là qui est important, et c'est ce qui est souvent souhaité. Il ne faut pas qu'on en arrive à la radicalité de la méthode, parce que là encore, ça va encore créer d'autres dégâts. Donc voilà en fait le comportement que, en tout cas moi j'espère des citoyens que nous sommes tous, et espérer que cette lutte-là sera la chose de nous tous, et qu'elle servira la cause de la nation. Voilà, Julio Tometi, quand on le dit ainsi, on peut être tous d'accord, mais après, c'est la question qui fâche, ce sont les alternatives à disposition. Est-ce que le sachet de Pure Water, comment on le recycle, ou quelle est l'alternative? Ça, je prends cet exemple parce que c'est le plus usuel, c'est le plus connu. Comment on achète son poisson au marché? Voilà, les alternatives les plus
les situations, les cas les plus simples qu'on connaît tous et que, voilà, dont on est tous témoins. Comment on y arrive? Vous avez bien fait de prendre le cas spécifique, comme bien d'autres cas, on pouvait prendre un depuis Ouattara qui est de nos habitudes. En fait, c'est parce que ça va du maçon jusqu'à l'homme de bureau. En fait, c'est pourquoi il faut repartir aux prémices pour se poser la question de savoir d'où venons-nous et pourquoi avant les pouvoirs publics ont dû prendre ces mesures-là. Nous étions tous d'accord quelque peu pour dire que ce que nous faisons, c'est naturellement de nature de risque. C'était de nature de risque. Nous avons un risque d'assainissement et un risque sanitaire. Oui. Vous voyez en fait ce que constitue en fait les sachets plastiques, notamment ceux de ce que vous appelez communément Pierre Ouattara, dans nos égouts, d'une certaine façon. Ce sont les plus grands en fait obstacles à l'écoulement normal des eaux. Donc, lorsqu'on a prévu des plans d'aménagement contre l'inondation comme ici, et si on ne met pas tout cela en bonne ambiance, je ne pense pas que ça puisse prospérer. L'autre chose, c'est le risque sanitaire d'une certaine façon. Donc, on ne peut pas en train de dire dans un même pays que nous voulons travailler à assainir notre cadre de vie, à travailler pour que les Béninois aient accès à de meilleurs soins de santé et tout, sans pour autant prendre des précautions de prévention. Et cela, par exemple, de la prévention. Il n'y a pas cette rue dans Cotonou dans laquelle vous allez passer sans être confronté, en fait, à ces sachets plastiques-là. Et, bien naturellement, ils finissent toujours dans nos caniveaux, dans nos égouts, avec les conséquences que cela pourrait avoir. Et donc, cela va induire, donc, comme je le disais tantôt, forcément un changement d'habitude. C'est pourquoi il était question, je le disais tantôt, je ne sais pas en fait ce qui n'a pas marché, puisque moi je l'ai observé, par rapport aux solutions de remédiation. Dans les années 2018-2019, moi j'ai vu des startups travailler sur en fait des solutions de rechange en termes d'emballage non biodégradable d'une certaine façon. Mais comment a-t-on accompagné? Est-ce qu'il y avait une politique au-delà de la politique législative qui est contraignante d'une certaine façon? Quelle politique a-t-on mise en œuvre pour accompagner en fait les gens, ou bien pour ouvrir en fait les cycles de production d'autres types d'emballages pour nous faire tout cela, ou carrément d'une certaine façon, vous savez, le Bénin, depuis quelques années, a commencé par je prends par exemple ce que je trouve devant, comment on appelle, Mohamed Lamine Lila. On a aujourd'hui sur le territoire béninois en fait des usines même si ce n'est que de soufflage d'une certaine façon, des préformes qui entre-temps c'était au Nigeria, c'était au Ghana, ainsi de suite. Donc il y a aujourd'hui au Bénin en fait des unités de production, mais de transformation de ces produits-là pour que nous, si tant est que nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du plastique, nous pouvons au moins utiliser ces genres d'emballage-là qui ne se perdent pas trop dans l'environnement et qui ne constituent pas en fait des risques majeurs. Donc aujourd'hui la solution c'est que faire? C'est, je le disais tantôt, il y a lieu de repartir à la base pour voir comment faire pour développer des startups dans ce domaine-là pour la proposition des solutions de rechange. Pour les habitudes, d'une certaine façon, qu'on le verra ou non, je me demande comment on va pouvoir réguler ça, parce que bien naturellement, ça va engendrer en fait des coûts supplémentaires. Le Pierre Ouattara que vous prenez il y a 25 francs, c'est pas sûr. Lorsqu'on va changer de modèle d'emballage qui permet de tenir en fait le produit qui est l'eau, je ne suis pas sûr que on puisse encore le prendre peut-être au même prix. Peut-être que nous, en tant que consommateurs, nous allons commencer par changer nos habitudes. Moi, j'ai vu en fait des sacs en jute. Est-ce que nous avons au Bénin déjà pris l'habitude? J'ai vu certaines personnes le font. En allant au marché, les gens vont marcher les bras ballants. Mais il y en a certains qui gardent leur sac pour leurs produits, pour ne pas avoir besoin en fait de ces sachets-là. Plus grave encore, et c'est là que se posent les problèmes sanitaires dont je parlais tantôt. Moi, j'ai un médecin qui m'a dit une fois, les problèmes de cancer et autres, là, on ne sait jamais d'où ça vient. Vous avez un sachet plastique, communément les noix là, dans lequel je vois des gens acheter même bouillie chaud, de la bouillie très chaude, d'accord, dans ces genres de sachets. Et je me demande si, je ne sais pas si je suis là, est-ce qu'il n'y aura pas forcément en fait
des rejetons de ces matières-là dans ce truc-là que nous consommons. Ça, nous devons naturellement davantage nous sensibiliser. C'est pourquoi en termes de sensibilisation, à terme aujourd'hui, nous sommes dans la répression. Comme les amis le disaient tantôt, tous les acteurs sont pris en compte. Ceux qui produisent, ceux qui importent, ceux qui exportent. L'inflation est prévue, les peines sont prévues, les peines sont prévues. Les peines, sur ce point, les peines sont plutôt... Ceux qui commercialisent ou distribuent, la peine est haute. Ceux qui, rien que, ne détiennent et où on les surprend en train de déverser en fait dans le sachet dans la nature ou simplement les jeter, la peine est haute. Ça veut dire que, comme je le disais tantôt, tout le monde a été pris en compte. Donc, vous avez sachez que même si l'on vous voit seulement en possession, d'accord, après avoir pris votre fiorata, on peut... Sur ce plateau, Mohamed Yamili risque gros, parce que sa petite bouteille de... Non, ce n'est pas du sachet, c'est du plastique. C'est du plastique. C'est du plastique. Et c'est du plastique, comment dire, ne se déverse pas dans l'environnement comme les autres. C'est beaucoup plus recyclable que les autres, que les sachets naturels. Il est soulagé. Vous avez une idée des peines Oui, la production, l'importation et l'exportation, quiconque aura enfreint en fait les dispositions, notamment de l'article 4 qui porte l'interdiction, est astreint, à 5 millions. Les peines pécuniaires vont de 5 millions jusqu'à 50 millions. Oui. Et les personnes responsables, d'accord, de ces entités éventuellement, c'est les peines privatives de liberté qui vont de 3 mois à 6 mois. Et le maçon qui achète son attaché chaud dans un... Non, il aura été dans la détention, donc les peines vont pour lui de 25 000 francs à 1 million et une peine d'emprisonnement de 3 mois à 6 mois. Donc, juste pour avoir utilisé du sachet... Pour 25 francs d'attaché, pour 25 francs d'attaché, vous pouvez jusqu'à faire 6 mois de privation de liberté, ce n'est pas chose facile. Devoir l'État. Il y a lieu, puisque nous voyons la pertinence. C'est pourquoi moi je vois beaucoup plus dans un changement d'habitude, en attendant que les pouvoirs publics, avec les startups, les opérateurs économiques, nous proposent des solutions de rechange. Nous-mêmes, nous devons commencer par changer nos habitudes. Avant de vous donner la parole, en restant avec vous, on parlait sur ce plateau il y a quelques jours des peines privatives de liberté. Quand on regarde quelque peu ce qui est inscrit dans la loi, est-ce qu'il n'y a pas, quand bien même ce serait dissuasif, est-ce que ce n'est pas quelque peu hors de proportion? Celui qui a un sachet plastique et comprend qui détient un sachet plastique, ne serait-il pas plus juste, plus utile pour la communauté qu'il soit condamné à des travaux d'intérêt général, par exemple, aller balayer des rues, faire la collecte de ces sachets? Oui, bien sûr, en fait, de l'emprisonner. Voilà, en fait, les travaux en termes de répression n'existent pas encore dans notre législation. Parce que ça nécessite beaucoup de mesures d'encadrement pour que cela puisse voir le jour. Ça fait aussi en fait des dépenses additionnelles à l'État. Ce qui est, on ne peut pas dire que c'est trop 3 mois à 6 mois, encore que pour un sachet. D'autres, oui, pour un sachet. Encore que en fait on peut condamner quelqu'un, la condamnation peut être assortie de ceci d'une certaine façon. Donc c'est une sorte d'avertissement. Encore que la loi a prévu en cas de récidive. En cas de récidive, ça peut aller encore jusqu'à 1 an. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Vous êtes pris, vous êtes condamné peut-être 3 mois avec sursis. Pour un pire attaque. Oui, non, je prends le cas le plus tout là. 3 mois avec sursis, même sans peine pécuniaire. Et que dans ce temps-là, vous tombez encore sur le coup de la loi. Au cours de ces 3 mois-là, donc on voit que voilà quelqu'un qui véritablement ne veut pas changer ses habitudes, quelqu'un qui véritablement ne veut pas se conformer à la loi, quand bien même il aura été pris et jugé une fois, donc celui-là, vous comprendrez que véritablement, il faut pour préserver l'environnement, il faut que l'on préserve l'environnement de sa présence. D'accord? Donc il est mieux pour mieux assimiler la leçon de faire la présence. Et la prison, en fait, d'une certaine manière, moi je le dis toujours, ce n'est pas forcément envers la personne du condamné, mais c'est en même temps un retour, d'accord, une leçon pour tous ceux qui sont encore en liberté de dire ça, on ne le fait pas, ça peut conduire à ci. Donc au-delà de la personne du condamné, il y a que ça renvoie en fait aux autres qui sont en liberté, à nous autres qui sont en liberté, en fait, ce qu'il y a de fondamental, c'est-à-dire le respect des normes que nous nous sommes fixés.
Voilà, le sachet peut vous emporter très loin. Évidemment, pour des personnes qui ont des habitudes non biodégradables. Donc, je n'en connais pas qui ait déjà fait l'objet de condamnation. Et j'espère qu'on ne va pas en connaître jusqu'à ce que les gens... Enfin, pour quand même que les gens puissent comprendre qu'il est temps de changer de cap. C'est peut-être dur à avaler, mais la meilleure vie a un coût. Et ça, il faudrait qu'on puisse se le dire. Parce que dans tous les cas, si nous voulons vraiment une meilleure vie, un développement surtout durable, il faudra à un moment donné changer des habitudes. Si on doit regarder sur le moment, ceux qui pourraient en pâtir, on ne va pas faire le pas vers le progrès. Parce que quand on prend ça, la couche la plus vulnérable, c'est même pas ceux qui prennent pure water, c'est ceux qui vendent. Quand vous voyez tout ce qu'ils font comme tralala, c'est de petites activités de survie que les gens ont. Mais le mal, et ça on l'a toujours eu, et je le dis, on l'a toujours dit dans ce pays, c'est que quand quelque chose commence, comme on en parlait la dernière fois pour la cybercriminalité, on ne se dit jamais, ce truc-là qui a commencé, même si on n'a pas fait attention au moment où ça a commencé exactement, on ne se dit jamais, ce truc-là, si ça continue comme ça, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça pourrait donner? L'apparition de Pure Water, je le dis ainsi, peut-être que ça remonte aux années, je ne sais plus, peut-être 2000, aux années 2000, je ne sais pas exactement, peut-être 2003, 2000, je le dis comme ça, 2000. Donc, on en est là maintenant à une vingtaine d'années. Vous voyez, tout le temps, et la loi a été votée en 2017, donc ça suppose que ça nous a pris un quart de siècle, tout au moins, avant de nous rendre compte que cette habitude que nous avons pris là, que c'est quelque chose de dangereux. En tout cas, pour la nature et donc pour l'environnement et donc pour notre santé, ça n'est pas bien. Je ne pense pas que que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau même de l'intelligence collective, qu'on ne s'est pas rendu compte les quelques années qui ont suivi que ça risque de poser problème à la longue. Mais qui aurait osé dire arrêter? Parce qu'on ne veut pas taper dans la fourmilière, parce qu'on ne veut pas, pour des considérations que vous et moi savons bien. Donc, à partir de ce moment, quand il est temps de le faire, il faut qu'on accepte la chose, malgré le fait que ça peut faire mal, malgré les intérêts qui peuvent être, mis en jeu, il faut qu'on accepte ça, que c'est ce qu'il faut pour qu'on aille de l'avant. Quand vous regardez évidemment les rues, quand vous prenez surtout les zones commerciales, les zones de circulation, que ce soit au niveau des feux, que ce soit au niveau de la zone commerciale, une zone comme le marché, vous connaissez bien. Quand les rues, ce n'est que ça. Même dans nos quartiers. Puisque Pure Water, c'est la chose, je ne vais pas dire la chose la plus vendue, mais ça semble être la chose aussi la plus vendue aujourd'hui. Mais ce n'est que ça qui punit nos rues, et donc qui finissent dans les caniveaux et dans les égouts. Or, le problème d'inondation se pose. Donc, même pour l'aspect salubrité, déjà, ça pose problème. Et à un moment donné, il faut avoir le courage d'aller vers la chose. Et comme je le disais dès le début, 5 ans, c'est suffisant pour que l'on comprenne. Ouais. Si vous voulez aller au marché, gardez vos emballages, gardez vos sacs. Maintenant, il y a d'autres aspects aussi, parce que pour ceux qui ont l'habitude de marcher, quand vous allez acheter, voilà que chez nous, les choses ne sont pas suffisamment arrangées ou organisées. Vous voulez acheter de la tomate, vous voulez acheter du piment, vous voulez acheter de la farine, vous voulez acheter du maïs, vous voulez acheter... On sait comment ça se passe, On met ça. Donc, dans le fameux sachet noir. Et ça a toujours posé, par ailleurs, le problème de la valeur ajoutée. Parce qu'un truc qui est vendu comme ça, là, qui atterrit dans sachet, c'est tout ça. Il n'y a pas de conditionnement. Or, le conditionnement, ça amène quelque part la valeur ajoutée, ça donne de la valeur au produit, et ça crée des chaînes aussi.
aussi bien dans la production, c'est-à-dire que du travail pour ceux qui seront sur la chaîne de fabrication de ces nouveaux emballages, et bon, changement d'habitude de comportement. Et par ailleurs, ce que l'on gagne aussi, c'est la santé, c'est tout ce que l'on peut préserver. Donc, à nous de comprendre, je ne pense pas qu'il peut y avoir toute autre forme de pédagogie à faire autour de la chose. C'est un mal nécessaire. Sauf de rappeler les peines. Merci de nous rappeler ça encore une fois avant que nous n'évoluions. C'est ça, tout simplement. Ce qu'un sachet noir je veux dire quelque chose. Les peines, l'esprit dans lesquels, à mon avis, c'est fait, c'est beaucoup plus dissuasif. C'est pour dire, n'allez pas là, ni penser. Oui, bon, comme toutes les peines. Oui, bon, parfois, il y a des trucs qu'on sait que, de toute façon, ça arrivera. Mais là, bon, si au cas où ça arrive, il faut sévir. Mais ici, je pense que c'est beaucoup. Pour finir sur ce sujet, rappelez-nous. Parce que bon, quelqu'un se retrouve en prison parce qu'il a acheté plus en retard de 25 francs. Oui, quand même. Non, la loi dans son application ne voit pas ça. Surtout la loi pénale est d'application stricte. Donc, tu es sur le coup de la loi, le juge t'applique la sanction d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je pense que nous devons suffisamment en parler encore pour que peut-être ce que nous avons laissé de faire il y a quelques années, nous puissions peut-être reprendre du boulot pour aider nos concitoyens, pour quand même s'habituer à ce que ça nous impose, en fait, ce désastre environnemental et sanitaire là. Et les pouvoirs publics sont là pour nous protéger, et donc c'est beaucoup plus dans la protection et non de la répression. Protection dans ce sens que la pratique devient un risque pour nous, donc il faut travailler à décourager ça. Et il n'y a pas autre manière que, à part après la sensibilisation, que ce soit la répression, parce que comme on le dit, la peur du gendarme est le début de la sagesse, et donc c'est pourquoi je disais tantôt, tout a été prévu, parce qu'il ne faut pas parler seulement que de l'utilisation, il faut parler de la chaîne, de la production, de la distribution, jusqu'à comment ça atterrit en fait dans nos ménages. C'est pourquoi le législateur, en se penchant sur la question, n'a mis de côté aucun acteur de certaine façon. Et les peines ont été sérieuses, comme vous le demandez. Et pour le rappeler, pour la production, l'importation et l'exportation, en fait, parce que là, c'est une activité commerciale. Les peines pécuniaires sont de 5 millions jusqu'à 50 millions de francs CFA, donc vous pouvez être condamné à payer. Et les personnes responsables des entités, la peine, c'est une peine privative de liberté qui va de 3 mois jusqu'à 6 mois. La même chose que ceux qui commercialisent, distribuent et détiennent, d'accord, les peines sont de 100 000 à 5 millions et 3 à 6 mois de détention. Et la dernière catégorie, c'est la détention et le déversement. Le déversement, c'est quoi? Lorsque vous avez fini d'utiliser votre sachet, comment vous l'utilisez? Et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on va commencer même pas à poursuivre véritablement. Parce qu'il suffit qu'on vous... Surtout dans l'espace public. Voilà, il suffit qu'on vous observe pour jeter. Et vous savez que après cette loi-là sur les sachets plastiques, il y a la loi sur l'hygiène et l'assainissement, qui est encore plus corsée en fait. La loi sur l'hygiène et l'assainissement, ça a vu le jour, je pense que c'est 2000-2001, d'accord. Donc si on met les deux ensemble, parce que ça est une question environnementale. On n'en parle pas toujours. On n'en parle pas toujours. Il y a cette loi-là aussi qui est là, de sorte que même le déversement des eaux, toute votre pratique qui en fait constitue un risque pour l'environnement, vous pouvez être suivi. Comme les gens ouvrent peut-être comment je vais appeler, leur pizza ou bien leur déversement des eaux dans les caniveaux, ainsi de suite. Donc tout ça est prévu sur la loi sur l'hygiène et l'assainissement. Donc quand on met l'un dans l'autre, nous devons commencer par être véritablement regardants. Et je pense qu'en fait, pour réussir cette lutte-là, il suffit, comme nous savons le faire maintenant, que en fait, les procureurs de la République s'y mettent. Puisque c'est eux, en fait, qui donnent les instructions aux forces de sécurité, notamment la police républicaine, au fin de la constatation pour poursuite, en fait, de ces infractions-là. Et quelqu'un nous avait dit, je ne sais pas comment, si ça a vu le jour ou ça viendra forcément voir le jour, en fait, de ces radars-là ou de ces caméras qu'on avait annoncées entre-temps, vous ne saurez jamais, vous pouvez être pris et vous dites, mais pourquoi
parce qu'on vous aurait vu en train, en fait, de jeter un sachet plastique dans l'environnement ou en train d'enfreindre d'une certaine manière aux lois sur la République qui protègent en fait l'environnement. Parce que la protection de l'environnement en va de la protection de notre état sanitaire. C'est pourquoi je parlais que de ne pas forcément la répression, mais l'idée maîtresse, c'est de protéger notre environnement et protéger notre environnement, notre cadre de vie et notre santé. Donc, moi, ça ne me gêne pas que des gens puissent faire, en fait, de la prison pour avoir détenu des sachets plastiques. C'est tant est que ça va renvoyer, en fait, un message avoir fort. détenu un sachet plastique. Oui, bon, sachet, c'est sachet, quelle que soit la quantité. Alors, on n'a pas prévu en termes de quantité, d'accord? Donc, si tant est que ça peut servir, en fait, de retour de conscientisation pour nous autres, je pense que dans quelques années, nous aurions pris les bonnes habitudes. Vous savez, cette histoire, ça me rappelle quelque chose, parce que là, tout à l'heure, on parlait de la loi sur l'hygiène et l'environnement. Et l'assainissement. Et l'assainissement. On se rend compte parfois à quel point nous avons quand même un arsenal juridique qui permet quand même, c'est-à-dire que si, bon, enfin, je le dis avec désolation, hein, mais si la moitié de ce que nos textes ont prévu devrait être appliqué, on aura quand même un pays beaucoup plus... bon, je le dis... Du moins, les prisons seront pleines. Non. Dans ma vision des choses, ce n'est pas ça. Mais c'est d'amener les gens à avoir un certain comportement, à être ordonnés. Parce que tout ce qui amène à la liberté demande d'abord de la responsabilité. Et de la discipline. Mais surtout de la rigueur dans tout ce que l'on fait. Quand on est rigoureux envers soi-même, rigoureux dans ce que l'on fait, c'est là qu'on arrive au succès. Et ça m'amène à parler de quelque chose peut-être que beaucoup le savent et que d'autres ne savent pas. Quand on dit poubelle que tout le monde dit aujourd'hui, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent même pas que poubelle, c'est le nom d'un monsieur, c'est le nom d'un préfet qui en France, à l'époque, avait obligé les gens à utiliser ça, c'est-à-dire les bacs à ordures. Vous voyez? Et c'est pour ne pas avoir de problème avec ce monsieur, ce préfet. Les gens disaient, je ne veux pas avoir de problème de poubelle, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir de problème avec poubelle. Oui. Que c'est à force, c'est de là qu'on a commencé par appeler ça poubelle. Donc, cette vision qu'il avait eue à ce temps-là, qui, bon, pour le moins révolutionnaire, c'est-à-dire contraindre les gens, les forcer pour leur bien, pour leur propre bonheur. C'est ça qui a amené aujourd'hui que l'on puisse avoir un certain, c'est-à-dire qu'un minimum où on sait qu'il faut mettre les ordures et tout ce qui est déchets et produits de quelque part pour l'assainissement. Et donc, parfois, je le dis, hein, et j'aimerais que les gens puissent comprendre la chose. Quand vous avez à gouverner, quand vous devez diriger, il s'agit ici des hommes. Et vous-même que vous venez, vous êtes des hommes. Mais parfois, les gens, ils veulent le développement, mais ils ne vous diront pas comment. Ils veulent la sécurité, ils ne vous diront pas comment. Ils veulent être protégés, ils veulent vivre dans un environnement sain, dans un cadre sain, pouvoir aller se soigner. Mais ils ne vous diront pas toujours comment y arriver. Il revient à vous qui avez la charge de les conduire à ce développement, de par votre vision, d'imprimer la marque du feu, de dire voilà le chemin. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui que c'est pour votre bien, plus tard vous allez le comprendre. Et c'est toujours comme ça, bon, souvent, hein, que les hommes finissent par prendre le pli. J'ai l'impression que naturellement, parce que bon, je ne veux pas philosopher, c'est pas ma spécialité, l'homme est né libre. Mais dans une société, la société est régie par des règles, par des lois. Et le fait d'observer ces lois-là, que quelqu'un dira que nous sommes librement octroyés, c'est ça qui met l'ordre dans la société, qui nous amène vers le progrès. Et de toutes les manières, donc, il faudra comprendre la chose de cette façon pour qu'on puisse faire le pas vers le progrès. Parce que d'une manière ou d'une autre, pas ce que nous faisons et pas ce que ceux qui sont amenés à diriger aujourd'hui ou demain feront, c'est que nous sommes là pour élaborer la direction que doit prendre le progrès de nos citoyens, de nos concitoyens, je dirais. Voilà, ce qu'on peut retenir de cette question, c'est qu'un sachet noir, un sachet emblématique, le fameux sachet noir peut vous amener très loin. D'ici là, gageons que tout le monde prenne conscience de cet impératif de protéger l'environnement et surtout de respecter les lois en vigueur. Ce qu'on n'a peut-être pas dit sur cette question, c'est le dispositif incitatif qui devrait y avoir au niveau de l'État pour inciter
En tout cas, pour encourager tous les entrepreneurs qui voudraient offrir des alternatives, Julio Tometti. Oui, il n'y a pas de disposition spéciale. On a encore regardé la loi de loi de finances. Je ne sais pas s'il y a des dispositions spéciales en la matière. Les dispositions spéciales contenues dans la loi, en fait, ce sont les exemptions et les régimes d'autorisation par rapport à certaines formes de plastique qui sont utilisables, d'accord, notamment pour l'emballage des appareils électroménagers comme nous l'observons, dans la médecine, dans les hôpitaux, toute la de soins, il y a certaines formes de plastique qui sont toujours utilisables d'une certaine façon. Donc, la loi a prévu des régimes d'exception et d'autorisation pour ces formes de plastique-là. Maintenant, pour les solutions de rechange, je ne sais pas, ça n'a pas attiré ma curiosité. Je ne sais pas si la loi de finances a prévu, mais je ne pense pas que ça a été le cas. Si ça devait être le cas, ça devait être peut-être depuis la loi de finances gestion 2018, parce que la loi, c'était en 2017. Donc, pour accompagner en même temps, en fait, l'idée du législateur, je pense que ça devait être à ce moment-là. Maintenant, c'est le moment de la répression, comme il a été dit. Peut-être que par des mesures spéciales, en fait, les gens peuvent accompagner d'une manière ou d'une autre. Je le disais tantôt, il y a beaucoup, en fait, comme on le fait, par exemple, dans l'agriculture, certains secteurs qui sont visés, d'accord, pour être promus. Donc, ceux pour lesquels, lorsque vous avez une activité dans ce sens, il y a non pas des régimes, puisque ce que la loi de finances pouvait prévoir, en fait, c'est les régimes fiscaux, c'est les régimes fiscaux spéciaux d'une certaine façon. Ici, ça peut être, en fait, comme on accompagne les startups, parce que c'est le développement d'une idée qui n'y était pas encore. Donc, quelque chose de nouveau qui vient répondre à une préoccupation. Je pense autant le ministère de l'Emploi des Jeunes, il y a un mécanisme de financement et d'accompagnement. Je pense que c'est le moment, là, de mettre ces projets en branle. Et ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est le moment de véritablement cogiter pour proposer véritablement quelque chose. Le public peut l'accompagner, comme d'autres opérateurs économiques du privé peuvent l'accompagner. Parce que, en fait, au-delà de tout, en matière de production et de commercialisation, on dit souvent, les gens vous le diront en management, chaque difficulté, d'accord, ou bien chaque élément de société qui constitue une société doit être une opportunité, parce qu'il s'agit ici d'offrir une solution de rechange. Donc, au-delà de ce qu'on dit, ça va permettre en fait le développement d'un nouveau type de production de ces genres d'emballage. Et je pense, comme je disais tantôt, nous avions vu ça, mais après ça a disparu parce que la volonté politique est née du législateur. Je pense qu'au niveau de l'exécutif, ça n'a pas suivi. Ou bien, peut-être en ce moment-là, il y a d'autres priorités. Parce que je ne veux pas oublier de le dire, je parlais de la loi sur l'hygiène tout à l'heure, il ne faut pas oublier, lorsqu'on avait dit, les villes de Grand Nukwe par rapport à ça, vous parlez de poubelles, tantôt, ça me rappelait le fait que chaque maison au moins devait avoir une poubelle, parce que ça devenait difficile pour les agents de collecte de prendre des poubelles dans des sachets, dans des paniers qui se cassent de telle façon. Donc on vous dit, des poubelles, en fait, c'est un problème de coût d'une certaine façon. Donc on dit non, c'est qu'on veut renchérir, on veut faire ci. Alors que lorsque nous avons vu à l'œuvre de la pratique maintenant, ce travail que font les agents de la société de gestion, c'est un travail formidable, autrement que ce qui se faisait par le passé. Même si en termes de coûts, il y a peut-être une somme de redistribution sur tout le monde, mais en fait c'est qu'il y a un grand travail qui se fait et qui est mieux par rapport à la forme. Je pense que cette question de poubelle revient encore à l'actualité et je pense que les pouvoirs publics ont monté toute leur bonne volonté en prévoyant même, d'accord, aux abords des rues, aux abords de certaines rues, en fait, des bacs à poubelle où, lorsque vous êtes en train de passer avec votre déchet là, au lieu de jeter ça dans la rue, des points d'apport volontaire. Donc, vous pouvez déjà, et moi, j'avais dit en temps que je souhaite que ça se démultiplie. Des points de pré-collecte. De pré-collecte. Donc, toute la volonté, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir peut-être un point de pré-collecte à 50 mètres de vous et qu'on vous autorise
là, jetez votre sachet Non, plastique. là, pour le coup, la prison est méritée. Voilà, et en vérité, c'est ça le véritable problème. Donc, il faut, et c'est lorsqu'on réprime véritablement que les choses rentrent dans les habitudes, surtout à l'aide des réseaux sociaux et des relais. Ça va très vite lorsque quelqu'un est poursuivi pour telle ou telle infraction. Je pense au début, les tribunaux ou bien les juges vont faire preuve un peu de complaisance, peut-être de condamnation avec ceci, d'accord, pour donner, mais à un moment donné, les condamnations fermes viendront véritablement, parce qu'il faut véritablement que ça cesse. Il faut donner la leçon et de la plus belle des manières. J'espère que ça ne viendra pas avant que les gens comprennent. Voilà, c'est un sujet intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons nous appesantir très rapidement sur cette annonce. On parlait du projet de loi de finances gestion 2024. Nous en sommes en ce moment. Ce projet est trituré au Parlement. Nous en ferons aussi de même ici. Nous allons parler d'un pan, ce qui est annoncé sur le volet enseignement supérieur. Un recrutement de 400 enseignants annoncé pour 2024. Évidemment que c'est quelque chose qu'on attendait, je dirais même depuis 2016. Je pense qu'en termes de recrutement d'enseignants, il me semble que, si je ne me trompe, c'est seulement au niveau du supérieur qu'il n'y a pas eu jusque-là. Donc ça vient répondre à un besoin qui date de longtemps et je pense que c'est le minimum qu'on pouvait espérer. Certains parlent déjà de strict minimum, vraiment du minimum du minimum. Moi, c'est pour ça que je dis c'est le minimum qu'on pouvait espérer. Maintenant, et dans cela, parce que quand on a dit 400, on ne sait pas comment ça a été prévu. Est-ce qu'on a tenu compte selon des aspirants? Est-ce qu'on a tenu compte des secteurs prioritaires? Parce que je suppose que le gouvernement aurait tenu compte des secteurs prioritaires, parce qu'il y en a où il y a des manques, évidemment. Et il y a aussi des secteurs qui sont prioritaires. Soit c'est déjà lancé, soit c'était déjà en cours, on veut plus développer, on a besoin des enseignants à ce niveau-là pour faciliter le coup, pour éviter qu'il y ait 2000 personnes dans un amphi en train de suivre un cours, ce qui n'est pas du tout. Oui, bon, donc, voilà, pour le moment, ça ne changera pas. Non, ça pourrait. Oui, parce que, à défaut de la... Parce que c'est ce qui amène ça, de mon point de vue, ce qui amène ça, c'est deux facteurs. Il y a le corps enseignant, mais il y a aussi l'infrastructure qui accueille. Et donc, à défaut de l'infrastructure, si on a le corps enseignant qui permet de dédoubler au moins les filières ou les groupes, donc, bon, écoutez, ce n'est que des trucs là. Donc, ça, bon, de toute façon, on sait qu'il est déjà arrivé que quand tu es en SJ et tu as fait cours au niveau de l'amphi 1000, on a déjà vu ça. C'est pas des choses qu'on a jamais vues. De toute façon, bon, je sais pas si ça a continué. Si ça n'a pas continué, c'est bien. Et je doute que ça n'ait pas continué. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'apport d'infrastructure pour que ça puisse vraiment changer. Donc, ce n'est que des palliatifs pour le moment. C'est un pas. On va souhaiter que la dynamique se poursuive pour régler c'est-à-dire qu'un point du problème, en attendant qu'on puisse penser du côté infrastructure et revenir à l'autre problème au niveau de l'université, qui est le problème, moi j'insiste toujours sur ça, le problème des curricula. C'est très important. Oui. Studio Tometi, vous qui connaissez très bien l'amphi 1000, comme il le dit. Mais bon. Pour moi qui connaissais très bien l'amphi 1000, parce que je suis étudiant, responsable d'étudiants, et je ne suis pas enseignant, quand bien même je suis toujours à l'université d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez posé, en fait, la première préoccupation qui m'était venue à l'esprit, c'était de me demander, est-ce que c'est avec la politique des AME? Parce qu'il y a la base de données qui continue d'être constituée. Comment ça va se faire? Est-ce que c'est le recrutement sur la base de cette base de données-là? Mais je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop parce que il y a d'autres projets structurants autour du monde universitaire. C'est vrai, ça va renflouer un peu l'université en termes de personnel, mais il y a, je pense que ça doit beaucoup être orienté dans aujourd'hui
ce qu'on appelle les secteurs de type nouveau, de certaine façon. Vous vous souvenez en fait de ce qui est en train de faire du côté de Ouida, par exemple, le CMS City. Je me demande si ça n'a pas été dans ce cas, parce que en fait, ce qu'ils appellent aujourd'hui les secteurs d'avenir orientés vers le numérique et les nouveaux métiers, et les nouveaux métiers. Vous savez, on avait beaucoup demandé cela, on avait beaucoup demandé pour dire que la formation classique universitaire que nous recevons ne permet plus de répondre véritablement aux besoins de notre société. Et les pôles d'excellence que nous avions aussi, à savoir ENAM devenu ENA, comment on appelle, INE devenu ENEAM, et le CPU, c'est-à-dire l'EPAC, ne sont plus véritablement en fait des pôles d'excellence. Ça a perdu quelque peu en fait le prestige qui attachait d'abord l'accès, d'accord, le déroulement, et lorsque les gens sortent, ceux qui sont véritablement, je le dis en comparaison en fait à d'autres pays qui ont en fait de ces filières d'élite d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment-là, on a dit en fait la politique universitaire doit constituer aujourd'hui à faire une orientation qui permette de desservir en fait les pôles qui étaient très pléthoriques, mais qui en vérité ne servent pas ou ne servent plus à grand-chose. Parce qu'il a été démontré, je prends mon domaine, sur 10 étudiants en droit qui sortent, véritablement 2 arrivent à s'insérer dans les métiers du droit. Les autres vont où? Non, à partir de ce moment-là, il faut commencer par faire le tri. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'université, à un moment donné, doit, sur certaines filières, c'est vrai, ça va exclure, mais ça va devenir sélective. Et pour que ça soit un préalable, c'est l'orientation. Parce que vous le savez bien, ça partit d'un autre diagnostic. De ce que je pense, en fait, ça doit être un ensemble, une politique d'ensemble. Il y a le recrutement, mais comment orienter, en fait, ce recrutement-là pour que nous ne soyons pas toujours en train de tourner en rond. Je ne pense pas que c'est pour aller renflouer les facultés comme faculté des lettres, faculté de droit, faculté de sciences économiques et de gestion. Je ne pense pas. Mais je pense que c'est beaucoup plus pour l'ouverture. Ils ont peut-être aussi besoin d'enseignants. Pour l'ouverture, en fait, d'autres pôles, en fait, de formation dont nous avons besoin aujourd'hui et pour lesquels dont nous aurons besoin davantage dans les années à venir pour être en adéquation avec l'évolution de notre monde. Je continue de croire qu'on ne peut plus continuer à tourner en rond avec les formations classiques universitaires que nous avions jusque-là. Donc, on ne connaît pas encore tout le contenu, mais il y a d'abord à féliciter puisque en fait c'est un projet, il faut espérer que ça va véritablement le jour en 2024. Le jour, et ça sera forcément au bonheur en fait de nos universités. Pour finir. Oui, j'aimerais, parce que bon, le problème d'orientation, moi je pense que c'est un débat qu'on devrait faire tous les jours et qui prend en compte le système éducatif de façon globale. Parce que je le disais tout à l'heure, le problème d'orientation, ça vient de plus loin. C'est parce que moi j'ai l'impression qu'à l'université, on prend l'effet pour la cause. Parce que la cause, c'est quoi? L'orientation que l'étudiant est amené à avoir dépend même de et je dirais dans notre cas ici, de la non-orientation qu'il y avait déjà au collège ou au lycée. Parce que le lycée, on peut encore en compter au bout des doigts. Mais quand vous allez vers le second cycle, et que les gens ne sont pas orientés, et qu'on continue de dire aux gens que si tu fais ici ou des, tu peux tout faire, ça ne veut rien dire. C'est quoi? Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et donc, voilà. C'est lycée, tu peux tout faire. Voilà. Ouais. Donc, voilà d'où nos problèmes partent. Et que quand l'enfant qui, par exemple, en 3e année, le BBC n'est pas orienté déjà pour savoir est-ce qu'il faut aller vers les métiers techniques, il n'y a pas d'orientation. Moi, je n'ai jamais vu une journée d'orientation à ce niveau-là. C'est quand les gens ont le bac, quand ils se débrouillent. Au niveau même en 3e, secondaire, BBC, oui. Vous en avez vu de façon, avec la même politique qu'on mène quand les gens ont le bac, on rassemble les gens pour dire qu'on va vous aider à choisir les filières. Et on continue par ailleurs de mettre des gens dans les filières selon que le jour de l'examen, il est plus inspiré. Il a eu 14 en maths, quelque chose, un truc comme ça. Oui. Et on regarde la moyenne, on dit que bon, il peut faire médecine, des trucs comme ça. Bon, 14 en maths, c'est pas anodin quand même. On ne se réveille pas pour avoir 14 en maths. Sans savoir même si le type a des aptitudes de métier. Donc voilà autant de problèmes. Il faut mener la réflexion de façon globale. Et retourner déjà là-bas pour amener les gens à faire un choix dès la base en tenant compte
de leurs aptitudes, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils peuvent apporter pour le développement de la nation. Voilà, merci Mohamed Yamidi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Julio Tometti, juriste, analyste politique, gérant du cabinet juriste et associé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres développements. En attendant, vous pouvez revivre ces échanges sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet, c'est du même nom, notre compte Facebook Télé en direct, notre page X, notre compte X Télé Live, et bien évidemment continuez par nous suivre, via notre application Télé Bénin. Merci pour votre fidélité et à demain.